Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce qui vous fait dire que le Québec peut accueillir 212 000 immigrants par année sans compromettre la langue et la culture? Parce que la ministre d'Immigration à Québec aujourd'hui vous accuse, dit que vous semblez manquer de sensibilité. Non, j'ai pas dit ça du tout. J'ai souligné que le Québec a la capacité de choisir ses seuils d'immigration, a la capacité de les augmenter s'ils veulent, mais c'est leur décision. Marrying and ethics. You know, another one of your ministers, you've been dinged twice on ethics rules. Is it time for people to start resigning once they've been convicted of ethics violations? We thank the Ethics Commissioner for his hard work, and the minister spoke directly to that and has apologized in a statement. La partielle de Mississauga Lakeshore, c'est quoi le message qu'on doit comprendre de cette partielle, monsieur? La réalité, c'est que des partiels, c'est important. C'est un moment pour les citoyens de choisir une voix forte pour leur communauté, mais aussi de se pencher sur les enjeux qui tiennent au cœur les citoyens et le gouvernement fédéral. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai toujours fait campagne dans chaque partiel depuis même avant que j'étais devenu chef. Et je suis très content d'accueillir une voix forte pour Mississauga Lakeshore à Ottawa. One of the things that matters about by-elections is it's an opportunity for citizens not just to send a strong voice to represent them in Ottawa, but to weigh in on the federal debates of the day. That's just one of the reasons why I've always made it a point to campaign in every single by-election since before I was leader. And I know the citizens in Mississauga Lakeshore now have a great, strong voice to continue to invest in supporting Canadians. Merci beaucoup, monsieur. You know, while you're holding that news here, Justice Arbour was very strong at committee, telling MPs that she's concerned about her recommendations ending up in the graveyard of recommendations. So we've got to ask you, you know, she's saying essentially that her study is being studied to death. What's your response to this? We are going to get this done. I accept it and will continue to act on every single one of her 48 recommendations. We have a very strong leadership team and support across the country. And that's exactly how transformative change needs to occur. From everybody ensuring that they are committed to a Canadian Armed Forces free from discrimination, free from sexual harassment and sexual misconduct. We will get this done. Oui, bien sûr. Nous allons continuer de s'assurer que nous pouvons bâtir une institution avec les protections nécessaires pour tout le monde qui décide de servir notre pays. C'est un objectif très important pour la reconstitution et pour les changements culturels. Donc, c'est mon intention de continuer de faire le travail nécessaire avec ce projet très important. Thank you so much. Take care. Hey, good afternoon, folks. We heard today that the Ethics Commissioner has found another Justin Trudeau minister guilty of breaking ethics laws. And this comes at a time when Canadians are struggling to put food on the table for their families, record high inflation, choosing between heating their homes and feeding their families. And what's the news from the Liberal government? Not that they have Canadians' backs, but instead they are helping their insider friends, more Liberal insiders, get rich. And the reason that the International Trade Minister, Ms. Ng, was found guilty is because she was caught. And Conservatives rang the alarm bell and referred this matter to the Ethics Commissioner. This follows on a long line of findings of guilt by the Ethics Commissioner into members of this Liberal government. The Prime Minister has been found guilty multiple times of breaking ethics laws. His Intergovernmental Affairs Minister, Mr. LeBlanc, found guilty. The disgraced former Finance Minister found guilty of breaking ethics laws. And the trend continues now with their Trade Minister. This is going to cause a lot of concern for Canadians who, as I said, are having that challenge, keeping the lights on at home. We have a tradition in this country of ministerial accountability, and while it often seems to be absent in this government bench under these Liberals, it is, of course, cause, with this finding of guilt, for the International Trade Minister, Ms. Ng, to resign.
Pas bon. Just to go on that, Trudeau once, Trudeau twice, Morneau, LeBlanc. Should it not be time that there should be some real penalties for ministers who violate the Act? All it is now is, I'm sure you'll give them a political headache in QP, but that's about it. Well, we've been saying for several years that there needs to be real consequences, but the consequence has always been in our Westminster system that when a minister has demonstrably done wrong, that they resign. Not only that the Prime Minister would be prepared to accept that resignation, that they proactively offer it. They made an awful lot of hay about a Conservative member who stood by the truth last week in the House of Commons and talked about parliamentary tradition. But we've got ministers found guilty of breaking acts of Parliament, breaking laws passed by this place, and so we'll be looking for Ms. Ng to appear today and to offer her resignation. Okay, thanks very much. Votre réaction à ce qui se passe avec les voltigeurs de Drummondville, vous avez réagi comment en apprenant ça? Bien, évidemment, comme à chaque fois qu'on entend ces histoires-là, c'est horrifiant à chaque fois. C'est des histoires qu'on n'aime pas entendre. Mais je pense que tout le monde a aussi compris qu'on n'est pas dans l'anecdote et qu'il s'agit là, vraiment d'une culture qui est imprégnée dans le monde du hockey, qui va demander l'implication de tout le monde qui sont impliqués de près ou de loin dans l'univers du hockey, que ce soit les parents, que ce soit les officiels, les coachs, les associations provinciales et territoriales, et que tout le monde va devoir en faire plus là, pour changer cette culture-là, parce que ça n'a aucun sens, là, ces histoires-là répétées de viols collectifs allégués. Il faut absolument que ça change, puis il va falloir en faire plus. Est-ce que ça inclut le gouvernement fédéral? M. Julien était ici un instant, il dit qu'il faut que le gouvernement fédéral en fasse davantage. Instaure, par exemple, tolérance zéro dans les sports. Qu'est-ce que vous dites? Bien, absolument. Puis je travaille là-dessus à tous les jours, en faire plus dans le monde du sport, dans le sens où je me suis déjà engagée à revoir tout le système de financement sportif au niveau fédéral. Et donc, on va revoir les critères qu'on met dans les ententes de financement avec les organisations sportives pour qu'il y ait des meilleures pratiques de gouvernance, pour qu'il y ait plus de transparence, plus d'éducation et de prévention. Et évidemment, là, on a rendu obligatoire aussi l'adhésion au bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport pour qu'il y ait des enquêtes qui puissent se faire, des véritables enquêtes indépendantes quand il y a des situations d'abus ou de mauvais traitement qui se passent. Là. Donc, il faut effectivement en faire plus, puis je travaille là-dessus à tous les jours. Est-ce que vous envisagez de donner plus d'argent pour la formation dans le sport? On regarde vraiment tout pour mieux accompagner aussi les fédérations sportives, les organisations sportives, leur donner plus d'outils, qu'il y ait aussi plus de partage sur quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place dans les organisations, sur les questions, par exemple, de la prévention des violences sexuelles, mais aussi sur qu'est-ce qui est de l'abus, qu'est-ce qui est de l'abus psychologique pour que les athlètes puissent mieux identifier ces situations-là et qu'ils connaissent bien les recours dans ces cas-là. Est-ce que vous êtes ouverte à une commission d'enquête publique sur les inconduites sexuelles dans le sport at large? Bien, il y a des travaux importants qui se font présentement au Parlement, ici même, avec 2 comités là, qui se penchent sur la question du sport sécuritaire. D'un côté, il y a le comité du patrimoine qui se penche sur les questions liées à la gouvernance des organisations, parce que peut-être qu'on n'arrivera pas, comme en milieu de travail ou à d'autres endroits, à prévenir tous les cas d'abus, mais par contre, c'est la façon dont on les gère qui fait foi de la capacité d'une organisation là, de bien réagir. Et ça, c'était problématique. Puis l'autre comité du statut de la femme qui entend présentement des athlètes, des victimes, qui entend aussi des experts sur la question du sport sécuritaire, puis les 2 comités vont nous faire des recommandations. Mais la commission d'enquête en anglais? c'est your reaction to the criminal charges against the Drummondville minor hockey players? Well, I think we can acknowledge that this is not an anecdote. After all the stories that we've heard about different allegations of gang rape in hockey. So obviously, all the organizations, no matter the level, whether it's the national team, whether it's the provincial or territorial associations, or the local clubs, they need to do more. Everyone needs to do more to prevent sexual violence, to end the culture of silence, and also to make sure that our young players are better educated about sexual violence, what the notion and what's a healthy sexual lifestyle. Do you think the 2 men in question should ever play hockey again? I'm sorry? Do you think the 2 men who have been charged criminally should ever play hockey again? Well, I think like all citizens that are being held to account
when they commit criminal actions, they're going to have a sentence. If ever they are rehabilitated and they play sport again, they need to be well surrounded and well educated about how they're supposed to act as proper citizens. Oui, juste, vous parlez de formation. Est-ce que dans le vestiaire, les coachs devraient avoir la responsabilité, dès qu'ils commencent à entraîner un jeune garçon au hockey, de aussi parler de ça dans le vestiaire, pas juste parler de comment on manie la rondelle, mais comment on se comporte à l'extérieur de la glace? Bien, absolument. Tu sais, les jeunes qui jouent au hockey, qui pratiquent un sport de façon intensive, sont dans cet environnement-là pendant plusieurs heures là, dans une semaine. Et donc, les coachs et l'entourage ont un rôle éducatif à jouer auprès des jeunes. Puis, il y a des ressources aussi qui existent. Là. On a vu, par exemple, la Ligue de hockey junior qui a engagé Léa Clermont-Dion pour venir parler avec les jeunes, pour leur expliquer les conséquences de leurs actions, l'impact que ça a sur les victimes, etc. Donc, il faut en faire plus. Il faut que ça soit un sujet de conversation. Le fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est bien. Ça ne doit plus être tabou, puis ça doit devenir un sujet. Une conversation dans le vestiaire aussi. Ben oui, puis aussi pas laisser passer la culture du vestiaire, là, les choses horribles que tout le monde nous rapporte là, de ce qui se dit dans un vestiaire. Je pense que dans ce temps-là, les coachs doivent intervenir, puis ça commence là de mettre un stop à ça. Les joueurs qui sont accusés au criminel devraient-ils pouvoir jouer à nouveau? Je pense que notre système criminel impose des sentences. Quand les gens sont reconnus coupables, les gens peuvent plaider leur peine. Et ensuite de ça, c'est de réhabiliter les gens de façon générale dans la société. Et donc, si ils recommencent à faire du sport, il faut qu'ils soient bien entourés puis qu'on s'assure là, que leur comportement est exemplaire. Merci, Simon. Est-ce que vous avez des réactions par rapport au voltigeur de Drummondville, la situation qui se passe là-bas? Il y a 2 personnes qui ont plaidé coupables, ou du moins qui ont comparé. Bien, écoutez, dans l'ensemble de tout ce qui se passe actuellement au niveau du hockey, sur le junior majeur ou d'autres niveaux, c'est des dénonciations, qu'il y a des accusations qui sont portées, c'est important. Mais là aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des changements au niveau de Hockey Canada, qu'il y a des nouvelles personnes qui sont nommées. Donc, on espère que la culture va changer au niveau du hockey à travers le pays. Le Bloc québécois demande une enquête indépendante, publique, à ce sujet-là, pour l'étendue du sport au Canada. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Bien là, il y a des cas spécifiques actuellement. Je pense qu'à partir du moment où les cas sont traités, que les accusations sont portées, qu'il y a des procès, que les policiers font leur travail, on n'a peut-être pas besoin d'aller dans une enquête publique là, pour l'instant. Je pense que l'important, c'est surtout que s'il y a des victimes, que les victimes lèvent la main et qu'elles fassent porter leur voix, qu'on le sache et que des accusations soient portées contre des gens qui auraient commis éventuellement des crimes. Missy Saugat-Lakeshore, vous l'avez échappé. Il y aurait... Pourquoi vous l'avez échappé? Bien, premièrement, est-ce qu'on l'a échappé? C'est un comté qu'on a toujours dit que c'est très libéral. On l'a gagné une fois en 2011, lorsqu'on avait gagné le gouvernement majoritaire. Mais il reste qu'actuellement, moi, ce que je vois surtout, c'est le taux de participation qui était très faible, 25 environ, un peu moins. Taux de participation faible, donc on voit qu'il n'y a pas d'engouement pour une élection fédérale. On dirait, en tout cas, les citoyens de Lakeshore, Mississauga-Lakeshore. Au niveau des résultats, encore une fois, la sortie de vote étant très faible, c'est difficile de faire vraiment une analyse précise de ce qui s'est passé. Et comme je vous disais, le comté a presque toujours été libéral, donc c'est pas vraiment de surprise. Il n'y a pas d'engouement pour une élection, c'est peut-être parce que finalement le gouvernement convient. Bien, c'est des analyses qui doivent être faites. C'est difficile il faut discerner vraiment ce que les gens pensent. Là, on approche des fêtes aussi. Est-ce que c'est le timing de l'élection? Est-ce que, approche de Noël comme ça, est-ce que les gens sont préoccupés par un vote, dans une élection partielle surtout? Sur une élection générale, c'est toujours différent, vous le savez, d'une élection partielle. Mais il reste qu'on ne peut pas le prendre comme un échec, compte tenu que c'est un comté qui est libéral de façon assez coutumière. Est-ce que Pierre Poilievre devrait parler davantage aux citoyens par le biais, par exemple, des médias traditionnels? M. Poilievre est sorti ici la semaine passée, et puis a causé une petite surprise. Mais je pense que... Mais c'est sûr et certain que je pense que la communication va s'établir ou se rétablir avec les médias. Je pense que l'important, c'est de travailler dans le respect tout le monde envers l'autre. Puis à partir du moment où il y a un respect mutuel du chef avec les médias de la colline parlementaire, ça va aller de soi, puis tout va bien aller. L'armée, oui. Est-ce que vous pensez qu'Anita Anand a besoin encore de consultation avant de... Non. Je crois que maintenant, n'oublions pas qu'il y avait un rapport Deschamps qui était déposé en 2015 à la commande du gouvernement conservateur de l'époque. Pendant 6-7 ans, il ne s'est rien passé. Là, on a demandé à la juge Arbour de refaire le travail, finalement, quasiment un copier-coller de ce qui avait été proposé par Mme Deschamps. Là, maintenant, c'est de prendre les actions qui sont nécessaires. Le gouvernement accuse réception des recommandations.
c'est de mettre en place les systèmes qu'il faut. Est-ce qu'il y a des impacts au niveau, par exemple, de la justice dans les provinces? Si on administre de la justice des cas militaires, bon, ben, est-ce qu'il va y avoir des transferts pour rembourser les provinces pour les frais occasionnés? Ce genre de questions techniques comme ça, mais il reste que sur l'ensemble du dossier, je pense que le point est fait. Là, on l'avait fait avec le rapport Deschamps il y a 7 ans maintenant. Là, aujourd'hui, je pense que là, maintenant, prenons les actions nécessaires pour régler les situations d'harcèlement dans les forces canadiennes comme il se doit. Le Québec a-t-il envisagé de recevoir jusqu'à 112 000 migrants dans la quasi-totalité de ce Là, actuellement, la problématique qu'on a, c'est de voir, il y a un conflit, encore une fois, M. Trudeau installe une notion de conflit avec le Québec en imposant des cibles, des seuils d'immigration pour le Québec, alors que le gouvernement du Québec a fixé un seuil avec une capacité d'accueil qu'ils ont déterminé eux-mêmes. Nous, ce qu'on demande, c'est que, premièrement, il y a déjà une entente Canada-Québec qui existe, et si le gouvernement du Québec a fixé un seuil qui est légitime pour l'accueil au Québec, bien qu'on respecte les demandes du Québec et que de voir M. Trudeau arriver puis d'imposer des seuils d'immigration à la province de Québec, on trouve ça inacceptable, au même titre que n'importe quelle autre province. Pour nous, c'est pas une façon de faire. On pense que chaque province devrait être maître de son destin au niveau de l'immigration, de pouvoir proposer des seuils et travailler. Le gouvernement fédéral a un travail de s'assurer que les dossiers avancent et de ne pas voir, comme on a vu hier, là, 59 000 dossiers transférés à des fonctionnaires qui ne travaillent même plus, 800 fonctionnaires presque qui sont en retraite. C'est le genre de situation que le fédéral devrait s'occuper en priorité de gérer adéquatement les dossiers d'immigration, s'assurer qu'au niveau des ambassades à travers le monde, quand il y a des demandes, souvent dans nos bureaux de comté, on le vit nous-mêmes, des problématiques de papier qui sont perdus, qu'il y a des gens qui vivent des problèmes incroyables. Fait que ça, c'est la responsabilité du fédéral. Et les provinces, si le Québec décide que 50 000, ça fait l'affaire, bien qu'on laisse le Québec décider. Ce que M. Trudeau a dit, c'est que le Québec a la capacité, c'est ça qu'il veut, d'aller jusqu'à 112 000. Et il a dit, c'est pas une recommandation que je fais, c'est un constat. Alors vous interprétez ça comment? Bien, nous, on le sent plus comme une directive. Hein? M. Trudeau dit, on peut avoir jusqu'à 112 000 immigrants au Québec. Le gouvernement du Québec dit non. On a calculé que nous, pour bien accueillir des immigrants, c'est 50 000. Donc, M. Trudeau fait de façon indirecte une forme d'effort d'imposer un seuil d'immigration pour le Québec, ce qu'on considère qu'il ne devrait pas se faire. Merci tout le monde. Aujourd'hui, on a appris de tristes nouvelles qu'un procès commence à Drummondville. Là, on a vu justement 2 joueurs qui ont plaidé coupables. Merci. On a vu 2 joueurs qui ont plaidé coupables. La violence que cette victime a reçue est horrifique. Et le fait que le procès commence, ça démontre encore une fois qu'on a loin à faire pour mettre en place le type de politique pour assurer qu'il n'y aura plus de la violence sexuelle dans les sports canadiens, plus d'abus sexuels dans les sports canadiens. Qu'on mette en place toutes ces politiques pour assurer qu'il n'y aura plus de victimes et devrait être une responsabilité puis une priorité numéro 1 du gouvernement. Mais là, on a entendu aussi de juge Cromwell que malheureusement, le gouvernement a vraiment laissé à côté toute responsabilité pour les organisations de sport national, y compris Hockey Canada. Je pense que les recommandations de juge Cromwell indiquent l'importance que le gouvernement prend de l'action. On a présentement un système d'honneur au Canada, que là, si soit Hockey Canada, soit une autre organisation de sport national, s'ils disent, mais là, on suit des politiques pour assurer qu'il n'y aura plus d'agressions sexuelles, plus d'abus sexuels, plus de violences sexuelles, qu'on s'assure de la transparence et de la responsabilité, on est beau, on fait ce système d'honneur, mais on voit que la crise dans laquelle le sport canadien se trouve, c'est en partie lié au manque d'action du gouvernement, le manque de surveillance du gouvernement pour vérifier si ces organisations-là ont vraiment mis en place des protections pour assurer qu'il n'y aura plus de victimes. Alors ça, il faut changer ça. Le gouvernement a une responsabilité et devrait mettre en place ces politiques. Peter Julian, Member of Parliament from Westminster Burnaby, NDP House Leader and the critic for Canadian Heritage. And I am saddened by the revelation of the start of the court case in Drummondville today, which indicates yet again another case of horrific sexual violence
2 of the players responsible have pleaded guilty. A third is now undergoing the legal process. But this has been repeated far too often in Canada. We've heard about the horrific allegations in 2018, the horrific allegations in 2003. These appalling cases have to stop. We need to ensure that we have safety in Canadian sports for athletes and for the Canadian public. And this is where Justice Cromwell's comments before the Canadian Heritage Committee today are so important, where he talked about the fact that we have essentially a system where it's an honour system for Canadian national sports organizations. Whether it's Hockey Canada or other organizations, if they simply tick the box and say, well, we're putting in place policies, we're ensuring responsibility and transparency, that's sufficient. And it simply has not been effective in meeting the scale and scope of the crisis in which Canadian sports are found. The federal government has to step up, has to play its oversight role, has to assure that national sports organizations are meeting with zero tolerance policies, every possible implementation to ensure that there are no further victims of sexual violence and sexual abuse. The federal government needs to ensure that national sports organizations, all of them, not just Hockey Canada, all of the national sports organizations meet the bar of transparency and accountability. The federal government has failed in this regard, and I think the Justice Cromwell's report points very clearly to the obligation that the federal government has to ensure safety in Canadian sports for Canadian athletes and for the general public. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que le fédéral doit faire? Le gouvernement fédéral devrait mettre en place un système d'obligation de politique de tolérance zéro. Présentement, c'est un système d'honneur. Et ça ne marche pas. Ça met pas le bar qui est si important à rencontrer. Aussi pour la transparence et la responsabilité, on a un gouvernement fédéral qui refuse maintenant de prendre ses responsabilités. Alors, on va demander justement au ministre de venir devant notre comité quand on revient après la pause de Noël pour répondre à ces questions-là, pour voir les politiques qui ont été mises en place, parce que ce système d'honneur, ça ne fonctionne pas et ça a provoqué la crise qu'on est en train de vivre dans le sport canadien. La ministre a été 3 fois, si je ne me trompe pas, là, devant votre comité. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'elle peut dire? Mais là, le ministre a réagi au tout le témoignage qu'on a vu avec Hockey Canada. Elle a réagi, elle a suspendu le financement. Ça, c'était important, mais juste une première étape. Mais on n'a pas entendu les politiques d'obligation de toutes les organisations nationales sportives pour assurer qu'il n'y aura aucune tolérance pour les violences sexuelles, les abus sexuels. Il y aura une transparence et une responsabilité des organisations de sport national. Il y a beaucoup de questions qu'on va lui poser et on espère bien qu'on va avoir les réponses. Asking about the Drummondville case, Mr. Julian, the charges today related to the Drummondville junior hockey team. Do you think any of these players should ever be able to play again in light of these charges? I think it's very clear. If you're convicted or plead guilty of horrific crimes of sexual violence, no, absolutely not. This is something that has to serve as a lesson for all athletes in regards to the general public, for coaches. We have to stop sweeping under the carpet these horrific allegations. In this case, it's a crime that was committed. Two players have pleaded guilty. This is happening far too often in Canada, and it has to stop. Est-ce que je peux vous poser une question sur le changement de culture dans l'armée? Voyez-vous que la ministre Anand doit encore consulter avant de retirer définitivement des mains de la police militaire les cas d'agression sexuelle, comme le recommande l'ancienne juge Lisa? Mais je pense qu'on va avoir plus de réponses tout à l'heure dans la période des questions, mais on appuie bien sûr les recommandations du juge Laborde. Et on pense qu'il devrait y avoir une zéro tolérance aussi. Quand on parle des militaires, là, il me semble que là, le gouvernement agit trop lentement dans ces cas-là. On espère bien qu'ils vont mettre en place des recommandations. The House of Commons, we're going into the winter break. How would you say it's been functioning over the fall?
Well, I think the NDP has really stepped up at a time when so many Canadians are struggling. Jagmeet Singh and the NDP were able to force the government to put in place the first step of a dental program that will allow families to provide supports for dental care for their kids, 12 and under. And the NDPs will continue pushing on that. The rental supplement has made a difference. I know people who are renting in my riding, and as well the doubling of the GST credit has had an impact. The NDP is not going to stop. We've made some progress in helping provide supports, but we have much more work to go. And we will continue to be pushing this government to do the right thing to provide the supports that are so important for Canadians. And this is something that will continue into the new year. We believe Canadians need to be supported. We've also called for windfall taxes. We believe that the companies that have been profiting through greedflation, inflating prices so that they can increase their profits, need to be held to account and need to be making their contributions so that we can provide the supports that Canadian families need. Je vais aller deuxième tour de rôle, le même ordre. Au votigeur, le Bloc québécois demande une commission d'enquête publique sur la violence sexuelle dans tous les sports au Canada. Est-ce que pour vous, vous accueillez ça favorablement, cette suggestion-là? On a toujours dit que c'est important qu'une enquête ait lieu, mais qu'est-ce qu'on veut pas, c'est que cette enquête-là sert comme prétexte de ne pas prendre des actions qui sont nécessaires maintenant. On parle des prochaines semaines, des prochains mois. Le gouvernement devrait mettre en place cette politique de tolérance zéro, de cette obligation que les organisations nationales sportives, Hockey Canada et les autres, soient obligées de confirmer toutes les exigences et mettre fin à ce système d'honneur qui a provoqué la crise, à mon avis, dans les organisations de sport national avec les cas multiples d'agressions sexuelles, d'abus sexuels. C'est évident que ce système d'honneur n'a pas fonctionné. Alors, d'avoir une enquête en même temps que les actions soient prises, nous semble comme la meilleure approche à faire. Pas l'une ou l'autre, on peut faire les deux, mais les actions sont les plus nécessaires et il faut avoir ces actions maintenant. Last question. Can I just ask you about Hockey Canada, the nominating committees, the new board of directors, obviously different than the last one they had. What do you make of the picks, and does that restore any faith in the organization? Well, I think the process, as Justice Cromwell said, has been respected, but this is an interim board, as Justice Cromwell recommended. We need an expansion of the board. We need a board for Hockey Canada, which is our national winter sport that actually reflects the diversity of the country. And part of the issue, and some of my questions today touched on that, when we are seeing disturbing increases in the number of cases of homophobia, of racism, of misogyny, we need to ensure that the board has the diversity on it to ensure that the Hockey Canada is actually taking action and fighting back. And expanding the board from 9 to 13 will be part of that. So this is an interim board, and I would hope Hockey Canada would put in place the recommendations of Justice Cromwell as soon as possible. Merci. Vous avez parlé de vos accomplissements, entre autres, dans les soins dentaires. Comment vous expliquez Mississauga Lakeshore? Comment vous expliquez que votre vote est fondu là-bas? Mais moi j'étais là. Je faisais le porte-à-porte. On avait une excellente candidate. Elle avait beaucoup d'énergie. Mais c'était une campagne modeste, il faut dire. Et on sait que pour les libéraux et les conservateurs, ils ont investi énormément de ressources et de l'argent. Pour nous, à chaque fois qu'il y a une élection partielle, on regarde les résultats, on regarde comment on peut améliorer pour la prochaine fois au niveau de comment on approche la campagne. La candidate était excellente. J'ai adoré faire la porte-à-porte et je peux vous dire, j'ai rencontré énormément d'appui pour l'MPD et pour Jagmeet Singh à la porte. Mais c'est évident, il faut qu'on frappe sur plus de portes et ça va faire partie de notre analyse après les élections. Merci beaucoup. Thank you. Et joyeux Noël. Joyeuse fête. Merry Christmas. I did not hear your question. Are going to Ukraine? Is that the best news given that foreigners are paying those costs? I think it's different things, and I will remind you that we have already increased the advance payment program. It represents more or less 69
$1 million in saving in interest-free, savings, and still working with the team to see if we have other ways to support farmers. Like the import tariff, though, on Russian fertilizer, I mean, that funding, the extra 35%, the farmers hate it. It's going to Ukraine. It's not going to Canadians. Is that the best way? Well, last year, the tariff was applied, but actually this year the suppliers are finding alternative sources. So we don't really have any fertilizers coming from Russia this year. Thank you very much. Thank you. Gatineau. Où est-ce qu'on en est en ce moment? Qu'est-ce que votre ministère fait, votre bureau fait dans ce dossier-là? Où est-ce que vous en êtes? J'en ai parlé à mes collègues, les députés de la région de la capitale nationale, à M. Fergus surtout, à Steve McKinnon. J'ai l'intention de discuter avec le ministre Julien du Québec la semaine prochaine. On a un appel pour discuter toutes sortes de projets comme ça. Nous avons une proposition du gouvernement du Québec. Il s'agit de trouver la meilleure façon de s'assurer qu'on soit un partenaire avec le gouvernement du Québec. Il est où le problème dans ce projet-là? Moi, je suis même pas prêt à dire un problème. Ça, c'est votre mot. Okay, ouais. Alors, pas pessimiste comme vous, moi. Non, je suis pas pessimiste non plus, mais on dirait que ça bloque un peu depuis certains temps. Bonne journée. Au revoir. Minister statements of the Afghan aid, Minister statements on Afghan aid, there's going to be an amendment to the criminal code by late spring. Do you believe that? And is that too late for this issue? Well, it's long past time for the government to address the problem with Canada delivering humanitarian aid on the ground in Afghanistan. Afghanistan is the world's largest humanitarian crisis. It has been now for over a year. And the government, unlike our other G7 allies, has failed to address the impediment to Canadian aid groups providing humanitarian assistance on the ground. The Special Committee on Afghanistan that met throughout the early part of this year recommended it in its report that was delivered last June. Prior to that, many aid groups had made recommendations to the government on this, and in fact, in December of 2020, the UN passed Resolution 2615, which called on governments like Canada to address the impediments facing aid groups delivering aid on the ground. So all we have from this government to date is an announcement. It's time for them to act to ensure that Canadian aid can flow to the people of Afghanistan that so desperately need it. Thank you very much. As much as an even Minister statement file, do you have confidence in what he's saying? No, I don't have confidence. As I said, the UN adopted a resolution in December of 2020, Resolution 2615, that called on the Government of Canada and other governments to clear this impediment to delivering aid on the ground. The Special Committee on Afghanistan delivered its report last June that recommended the government do exactly that, and here we are months later and still no action. So all we have is an announcement from this government and no action on getting aid to the Afghan people that so desperately need it. Thank you very much.